autre aspect extrêmement intéressant, c'est que quand vous êtes professeur, en principe, vous ne radotez pas. Parce que vous faites une mise à jour continuelle de vos connaissances et de vos habiletés. Par exemple, un domaine dans lequel j'ai travaillé et je travaille encore, c'est les neurosciences comportementales. La façon dont on m'a enseigné le système nerveux lorsque j'étais étudiant, je ne vous dirai pas combien d'années, c'est complètement différent de la façon que je l'ai enseigné dans les 15 ou 20 dernières années. Parce que pas parce que ce qu'on m'a enseigné était faux, c'était vrai, mais les connaissances ont tellement progressé que ce que j'ai enseigné dans les 15-20 dernières années, c'était très, très différent. Et c'était pas mal plus volumineux que ce qu'on m'a enseigné. Par exemple, le système visuel, quand on m'a enseigné, on m'a enseigné des choses correctes. Mais dans les années 80, il y a eu des progrès phénoménaux sur le système visuel, notamment sur la mémoire, surtout sur l'attention, de sorte que ce que j'ai enseigné est très différent de ce qu'on m'a enseigné. J'ai dû, tout au long de ces années-là, me mettre à jour continuellement, sinon j'aurais enseigné du réchauffé. L'autre aspect extrêmement intéressant, c'est que ce qui fait qu'on est obligé de se tenir à jour, c'est qu'on est en contact avec une population jeune, stimulante, je dirais défiante à certains moments, qui nous pousse à nos limites. Je parle de connaissances, là, je ne parle pas de tempérament. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, moi, ça dépend des professeurs. Moi, j'enseignais presque toujours à des groupes de 200 à 300. Je n'avais pas une relation très personnelle avec chacun, mais j'avais d'autres occasions, notamment dans les cours d'initiation à la recherche et à la maîtrise et au doctorat, de mieux connaître les gens et de profiter. Je vous dirais que moi, une de mes expériences qui a toujours été la plus saisissante, j'enseignais un domaine, j'en ai enseigné différents. J'enseignais sur le rôle de l'évolution dans le comportement, la psychologie comparée, les neurosciences, toujours dans les deux aspects biologiques de la psychologie. Et j'étais toujours fasciné, presque à chaque année. Il y avait un étudiant dans la salle qui, dans sa candeur naïve, me posait une question où je me disais comment ça se fait que personne ne pensait à ça avant. J'avais évidemment pas la réponse, là. Mais parfois, honnêtement, il y a des sujets de recherche qui m'ont été inspirés par des questions très naïves de certains étudiants, mais hautement pertinentes. L'étudiant peut-être ne réalisait pas toujours la portée de sa question, mais c'est ça qui fait que c'est si stimulant. Une autre caractéristique, c'était moins vrai il y a 25 ans, mais c'est maintenant un énoncé trivial que de dire ça, c'est que dans la carrière de professeur, on doit développer un réseau de contacts internationaux. On le fait par la recherche, les publications, les congrès auxquels on assiste, beaucoup les congrès auxquels on assiste, et aussi par l'année sabbatique à l'Université Laval, on appelle l'année d'études et de recherche. Peut-être une des choses qui, pour moi, ça varie d'un individu à l'autre, là, mais qui, pour moi, mais beaucoup de gens, est particulièrement précieux, c'est l'autonomie dans notre travail. Quand on est professeur d'université, on a une charge de travail pour l'année, dans laquelle sont identifiés les cours qu'on va donner, les étudiants qu'on va diriger, les comités auxquels on va participer, mais on reste fondamentalement autonome. On décide du contenu de nos cours, des thèmes de recherche ou de création sur lesquels on va travailler. On a une grande liberté dans la gestion de notre temps et dans la définition de nos priorités. Et si vous regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup d'emplois où c'est comme ça. Même des travailleurs autonomes comme les médecins, par exemple, qui en théorie sont des travailleurs autonomes, mais qui travaillent en fait pour le ministère de la Santé, ils n'ont pas cette autonomie-là et cette liberté qu'un professeur d'université a. Dans la très grande majorité des disciplines maintenant, on exige le doctorat. C'est pas vrai dans toutes les disciplines. Par exemple, en comptabilité, en comptabilité, ils l'exigent maintenant.
Mais en architecture, par exemple, les gens qui sont architectes, qui enseignent à l'université, ont souvent une maîtrise, mais pas de doctorat. Il y a quelques disciplines où le doctorat n'est pas exigé. On donne une équivalence de doctorat. Par exemple, pour les architectes, il faut qu'ils présentent un portfolio de leur réalisation qui sert à l'équivalence de doctorat. Parce que pour être, comme vous allez le voir tantôt, professeur adjoint, il faut avoir un doctorat ou une équivalence. Mais la majorité des disciplines exigent pour enseigner à l'université et dans toutes les universités le doctorat. Il y a même certaines disciplines, en particulier les disciplines biomédicales, où on va exiger un stage postdoctoral de durée variable. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a que c'est 4 ans. Le maximum que j'ai vu, c'est 8 ans. Mais disons qu'au Québec, on n'en est pas là. D'habitude, les stages postdoctoraux, c'est des stages d'environ 2 ans. Soit que c'est exigé dans certaines disciplines, soit c'est un très grand avantage dans votre CV pour avoir un emploi de professeur, parce qu'un stage postdoctoral, c'est que vous êtes semi-autonome, disons. Vous en allez ailleurs. Je vous déconseille très fortement de faire un postdoctorat avec le même directeur de thèse dans le même labo où vous êtes présentement si vous êtes au doctorat. Je vous le déconseille très fortement parce qu'aux yeux des organismes subventionnels, ce n'est pas un vrai postdoc. Pas grand monde qui va vous dire ça. Là. Moi, je vous le dis, je le sais par expérience. J'ai vu du monde avoir des déceptions à cause de ça. Donc, vous allez à l'extérieur et vous travaillez dans un centre de recherche, mais vous êtes un maître de votre sujet. Vous travaillez dans une équipe, il y a un boss qui vous confie un sujet avec lequel vous êtes d'accord, mais pour le reste, vous êtes en grande partie autonome. Donc, dans les critères généraux de sélection, évidemment, vous avez vu les 4 fonctions que je vous ai mentionnées tantôt, enseignement, recherche, participation interne et externe. Bien, ce qu'on regarde dans un CV, c'est est-ce que la personne a de l'expérience dans ces domaines-là. Une expérience d'enseignement. Vous pouvez acquérir une expérience d'enseignement en étant auxiliaire d'enseignement et même auxiliaire assistant d'enseignement, c'est-à-dire responsable d'un cours. L'expérience de recherche ou de création, là, je ne la rajoute pas toujours. L'expérience de recherche, vous pouvez l'acquérir en travaillant comme auxiliaire de recherche. Vous l'avez acquise nécessairement à travers vos études de maîtrise ou de doctorat. Mais si vous avez une expérience de recherche diversifiée, par exemple, moi j'avais une équipe d'étudiants gradués fantastiques jusqu'à temps que je m'en aille dans l'administration. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, je m'en reste juste un. Eux, ils travaillaient tous sur leur thèse très fort. Puis de temps en temps, il y en a un qui avait une idée, ils se mettaient 3-4 ensemble, puis ils creusaient cette idée-là. Puis ça ne faisait pas partie de leur thèse de maîtrise, de leur mémoire de maîtrise ou de leur thèse de doctorat. Je peux vous dire que c'est un avantage. Quand on voit arriver ça à un employeur, il dit « Wow, il n'a pas fait juste son doctorat, il s'est intéressé à d'autres projets, puis il a fait en collaboration. » C'est un bon indice. Évidemment, dans le cas des disciplines professionnelles, comme mon département de psychologie, moi, je n'ai pas fait de pratique psychologique, mais mes collègues en ont fait. Dans ces disciplines professionnelles-là, la formation pratique est importante. Les publications scientifiques, évidemment, vous le savez, en tant qu'étudiant gradué, vous avez intérêt à publier et à présenter dans des congrès pour obtenir des bourses, mais aussi c'est bon pour les emplois. Et une chose qu'on sait moins, participer à la vie étudiante. Vous avez des comités dans votre département, premier, deuxième, troisième cycle. Il y a différents comités où on demande des représentants étudiants. C'est pas mauvais d'y aller parce que vous avez une expérience de la gestion collégiale de l'université. Et ça, comme dans un CV, c'est intéressant.